Impôts et justice sociale, le podcast francophone du réseau Tax Justice Network. Bienvenue à Impôts et justice sociale, le podcast qui vous parle en français de la justice fiscale en Afrique et dans le monde. Je m'appelle Idriss Lynch. À la une ce mois. À une ce mois, une seule actualité, la conférence panafricaine sur les flux financiers illicites qui s'est délocalisée en partie à Yaoundé au Cameroun. Nous étions présents, nous avons rencontré des femmes mères dans des localités reculées, mais aussi des responsables d'associations ou alors de la société civile, et surtout notre expert permanent, Jean Bala, le directeur exécutif du CRADEC, le Centre régional africain pour le développement endogène et communautaire. Je rappelle que vous pouvez suivre ce podcast sur notre page de podcast impotsocial.libsyn.com, Libsyn avec SYN à la fin, mais aussi vous pouvez aller sur notre page YouTube www.imposetjusticesocial.com ou encore interagir avec nous sur notre page Twitter #impotsocial et notre page Facebook Impôts et Justice Sociale. Et pour ceux qui veulent nous écrire, n'hésitez pas, idriss@taxjustice.net. Voilà pour la une, à tout de suite pour les détails. Madame, Monsieur, je vous le disais, nous avons été à la conférence panafricaine sur les flux financiers illicites partiellement délocalisés à Yaoundé au Cameroun. L'occasion pour nous de rencontrer de nombreux acteurs, surtout Abiba. Elle est le maire adjoint de Guider. C'est une localité dans l'extrême nord du Cameroun, une région du pays qui est marquée par l'extrême pauvreté et qui a été doublement frappée avec la Covid-19. Écoutons comment, de son point de vue, l'équité fiscale a manqué afin de pouvoir les soutenir davantage face à la pandémie. Madame le maire de Guider, vous nous dites que la pandémie de Covid a perturbé le fonctionnement de votre mairie parce que vous ne pouviez pas recevoir le budget tel que l'État central vous avait promis. Parlez-nous un peu de comment le Covid a impacté sur le budget de la commune de Guider. Le Covid a impacté justement sur le budget de notre commune parce que à un moment donné on avait voté le budget et le budget étant en cours, voilà la pandémie qui a soudainement sévi tout le monde entier. Donc ça a fait que on n'a pas su atteindre nos objectifs fixés. Donc tout l'argent que la commune percevait sur les taxes et autres, ça entrait directement dans le Covid parce qu'il fallait être au secours de population pour éviter vraiment le pire. Parce qu'il fallait acheter les savons, acheter les gels, acheter les cache-nez, acheter les seaux pour éviter que la contamination soit vraiment accentuée. On n'a pas su vraiment atteindre nos objectifs parce que jusqu'à la fin, nous sommes calés jusqu'à la fin, on n'a pas pu atteindre nos objectifs. D'accord, mais est-ce que l'État n'a pas été capable de vous envoyer de la ressource? L'État collecte quand même des impôts, les revenus du pétrole. Qu'est-ce que l'État a répondu lorsque vous leur avez exprimé vos doléances? L'État a envoyé aussi un peu d'aide matérielle pour renforcer les communes à aider les populations. Vous savez que il y en a beaucoup, les populations, il y en a beaucoup. On a fait comme on pouvait avec, mais ça ne suffisait toujours pas. Et on dit que cette Covid-là, le fait que les activités soient arrêtées, a beaucoup dérangé les femmes qui font le commerce, qui entretiennent les enfants. Comment est-ce qu'à Guider, vous êtes mère, vous êtes femme, comment à Guider, vous êtes parvenu à organiser le problème des femmes pendant la Covid? Oui, pendant la Covid, on a su entretenir les femmes parce qu'elles ont marché, on faisait les caravanes, on faisait les descentes sur le terrain. Oui, chez les femmes, en partenariat avec le ministère de la promotion de la femme et de la famille, on faisait des caravanes, on partait rencontrer les femmes
dans les villages. On les sensibilisait en même temps et avec le peu de moyens qu'on avait, on leur remettait les matériels, les gadgets contre cette pandémie et un peu de moyens pour qu'elles puissent subsister devant cette pandémie. Donc on a su aider les femmes, mais compte tenu des moyens, on ne peut pas dire qu'on a totalement satisfait ces femmes, mais on a su quand même les aider avec juste le peu de moyens qu'on avait. Visiblement, le problème de ressources revient. Alors, au niveau du monde, on parle d'une solution, d'un accord qui va améliorer la fiscalité internationale. Est-ce que dans la commune de Guidère, dans la région du nord du Cameroun où vous êtes, est-ce que vous avez entendu parler de cet accord fiscal qui va venir résoudre beaucoup de problèmes? C'est quand je suis arrivée ici là que j'ai entendu ça. Mais quand j'étais là-bas, je n'avais pas suivi ça. Mais compte tenu de ces séminaires, on dit d'abord merci à CRADEC et en partenariat avec les ADIN, avec les Transparency Internationales, oui, avec vous-même particulièrement, les panélistes, vous avez bien exposé. Oui, ça nous a fait sortir de nos lacunes que nous avions et on s'est dit qu'avec la volonté et la participation de tous, on peut éradiquer ces fléaux qui minent le monde entier. Alors, si jamais on te demandait à toi de donner tes attentes par rapport à une fiscalité internationale, toi, en tant que maire de Guidère, on te dit fais une proposition ou 2 propositions pour la fiscalité internationale. Qu'est-ce que tu voudrais que cette fiscalité contienne comme élément? J'aurais souhaité que cette fiscalité fonctionne. Parce que beaucoup de pays perdent. Oui, surtout que vous nous avez entretenu sur les flux financiers illicites. Et d'après ce que vous-même vous avez exposé personnellement, on a vu que le pays perd beaucoup. Surtout l'Afrique en général, et y compris même le Cameroun, qui est un pays africain. Il y a beaucoup de pertes. Mais aujourd'hui, quand on multiplie les conférences panafricaines, ça peut nous faire sortir de cette situation. Donc je trouve ça vraiment très intéressant. Oui, et ça peut nous aider vraiment à sortir de ces fléaux qui minent le monde, l'Afrique en particulier. Dans cette conférence, il y avait aussi de nombreux acteurs de la société civile, notamment des représentants d'Afrodad, une organisation africaine qui souhaite un endettement responsable du continent. Il a profité pour nous donner ses impressions autour, surtout des présentations qui se sont déroulées durant la conférence, mais aussi des outils qui ont été présentés par Task Justice Network. Écoutons Roland, le représentant d'ADIN et d'Afrodad. Roland, tu travailles pour l'ONG camerounaise ADIN. Tu viens de participer à cette conférence panafricaine sur les flux financiers illicites en Afrique. Globalement, quels sont les grands centres d'intérêt qui ont marqué ton attention au cours de cet événement? Merci Idriss de cette opportunité. Alors, les grands centres, c'est déjà le rôle. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus, le rôle de la société civile. Parce que les enjeux sont tellement importants et on sait plus ou moins comment fonctionne la géopolitique mondiale. Nos États, nos dirigeants ont besoin d'être soutenus par la société civile. C'est déjà la prise de conscience de cette position-là que représente la société civile dans le soutien des actions d'autonomisation de nos États dans un certain nombre de domaines. Ensuite, la structuration nécessaire. Quand je dis structuration, ce n'est pas forcément au niveau de la création de nouvelles organisations, mais plutôt au niveau des passerelles, au niveau des plateformes de synergie qu'on peut mettre en place pour que les actions portent davantage. Maintenant, sur le sujet en lui-même, il est évident que c'est un sujet central dans nos actions de développement, dans la mobilisation des ressources. Et avec les présentations que nous avons, on se rend compte que quelquefois, on n'était pas au bon endroit pour mesurer les vrais enjeux. On a par exemple parlé hier et ce matin au niveau du Cameroun, de l'article 66 qui parle de la déclaration des biens de ceux qui ont certaines positions dans la société. Et la problématique, elle est certainement beaucoup plus large. C'est-à-dire que la propriété, le problème de la propriété, il est central dans cette question-là et il élargit le champ d'action. Donc voilà un point important sur lequel on doit pouvoir travailler.
et puis la présence de nos parlementaires également, qui ont aussi besoin de soutien parce que non seulement ils n'ont pas toujours la bonne information, mais il faut qu'ils se sentent soutenus, il faut qu'ils sentent qu'il y a derrière d'autres forces, d'autres organisations qui peuvent les accompagner dans le plaidoyer. D'accord. Alors, cette discussion a eu lieu alors qu'on se rapproche. On parle beaucoup de cet accord de fiscalité internationale mené par l'OCDE et le G20. Vous, aujourd'hui, comme beaucoup d'Africains, vous découvrez qu'il y a des limites pour cet accord à résoudre les problèmes de mobilisation des ressources domestiques. Quel est le type d'engagement que vous pensez que la société civile peut prendre face à de tels déséquilibres dans une solution globale? Les engagements que la société civile doit prendre, c'est d'être présente déjà. Là où les gens se réunissent pour parler de ces problématiques, il faut que nous soyons présents pour porter notre message, pour que notre voix soit entendue. Et connaissant les enjeux ou les intérêts, plutôt, nous devons faire en sorte de réunir une masse critique, pas forcément en termes de poids économique, mais plutôt en termes de nombre de personnes qui parlent, qui revendiquent. Il faut qu'on fasse du bruit. Nous n'avons pas les mêmes capacités, nous n'avons pas les mêmes pouvoirs. On sait qu'il y a beaucoup de lobbying, il y a beaucoup d'intérêts qui à des niveaux qu'on ne peut pas imaginer. La seule chose que nous avons aujourd'hui, c'est d'être présents et c'est de nous faire entendre pour que, ne serait-ce qu'au niveau moral ou éthique, qu'il y ait une prise de conscience. Et à ce jeu-là, je pense qu'on va pouvoir faire bouger les lignes. Ça prendra le temps que ça prendra, mais chaque pas est important dans cette époque. Au cours de cette conférence, vous avez eu l'occasion de voir des outils d'analyse alternatifs que propose l'ONG Tax Justice Network, qui est basée à Londres. Comment avez-vous accueilli ces outils? Est-ce que ce sont des outils qui vous permettent d'apprendre davantage comment justement renforcer les synergies société civile et acteurs politiques? Là, je dois vous avouer que j'ai été émerveillé avec la présentation de Tax Justice Network ce matin. C'est des choses dont on parle de manière très superficielle. Mais là, c'est une approche nouvelle. C'est pas forcément les angles dans lesquels ces analyses-là sont formulées, sont présentées. Et on voit bien que les chiffres, on peut les faire parler comme on veut, que l'on est dans une position ou une autre. Et jusqu'à présent, j'ai envie de dire, on n'avait qu'un seul son de cloche. Maintenant, avec ces axes d'analyse, on se rend bien compte que ceux qui ont le capital, ceux qui tiennent l'économie mondiale, avaient dans leur communication choisi de présenter les choses en leur faveur. C'est de bonne guerre, on va dire. Mais maintenant, je crois qu'on va pouvoir se présenter avec des arguments de poids pour faire pencher la balance. D'accord. Et peut-être un dernier point pour sortir. La vraie bataille pour la fiscalité internationale plus juste est celle qui permettra un meilleur développement, l'accès à l'éducation, le renforcement de la valeur pour les femmes, l'accès aux soins de santé pour toutes les populations. Comment est-ce qu'un tel agenda peut être réalisable dans le monde d'aujourd'hui? Parce que nous aussi à Tax Justice Network, nous écoutons les autres. Quelles sont vos propositions à vous pour parvenir à cet objectif d'une fiscalité plus orientée vers les soucis de développement? Je vais commencer ma réponse par une anecdote. Quand je dis anecdote, c'est une histoire vraie qui a eu lieu chez moi il y a à peine 2 semaines. Une jeune fille de 16 ans, enceinte, elle est en travail, le prochain centre de santé est à 6 km, il pleut abondamment, la route est en très mauvais état, elle est prise par quelqu'un sur une moto, la moto fait 3 heures pour couvrir 6 km. Elle arrive à l'hôpital, elle est décédée, le bébé est décédé. C'est vous dire quels sont les vrais problèmes que nous avons dans nos pays. C'est-à-dire que voilà une jeune dame qui décède parce qu'elle veut donner la vie. Pas de route, pas de transport, rien du tout. Pour dire qu'il faut que nous y mettions le cœur. C'est important de mettre le cœur. Je voulais parler de la fiscalité. On parlait de ce qui est légal, de ce qui est pas légal. Aujourd'hui, les compagnies, les multinationales qui viennent travailler chez nous ont des avantages légaux, mais qui ne sont pas licites. Je le dis comme ça, je ne sais pas si j'utilise les bons termes. On leur accorde un certain nombre d'avantages fiscaux, là où elles viennent se faire beaucoup d'argent. On parlait ce matin, tu nous as pris l'exemple ce matin du cacao. Le kilogramme de cacao, on l'achète à 500 francs, pour qu'une tablette de chocolat, on l'achète à 50 €, je ne sais pas combien de l'autre côté. Donc, nos propositions, c'est vraiment que nous nous rendions compte que dans ce jeu-là, nous sommes indispensables. Ces gens-là, ils ont besoin de nous. Parce que quelquefois, nous nous présentons
en faisant petit bras parce qu'on a l'impression que si on ne signe pas, on est mort. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous sommes un pouvoir et nous devons pouvoir faire entendre nos positions avec fermeté parce qu'ils ne peuvent pas faire sans nous. Ils ont besoin de nous. Ça, c'est vraiment le message central que je veux passer. Ne signons pas, n'acceptons pas n'importe quoi. Ne donnons pas l'impression que nous sommes des mendiants parce que c'est sur nous qu'ils s'engraissent. Voilà le premier message que je voulais passer. Ensuite, dans le cadre de nos activités de lobbying, le partage d'informations il est important. Parce que je redis encore ce matin, la présentation que tu nous as faite nous a beaucoup appris, nous a permis de voir beaucoup de choses. Et j'imagine que dans d'autres domaines, dans le domaine de la dette par exemple, il y a des choses comme ça. Donc, une synergie au niveau de la société civile dans les différents domaines est nécessaire. En tout cas, chez Tax Justice Network, nous sommes toujours disposés. Nous sommes un réseau, nous ne sommes pas une organisation simplement. Nous sommes disposés à collaborer dans la diversité et dans les projets que les autres entreprennent pour le combat unique qui est celui d'une meilleure justice fiscale et d'une meilleure justice sociale. Merci beaucoup et merci d'avoir participé au podcast de Tax Justice Network. Merci beaucoup, Idriss. La conférence était abritée par le Centre régional africain pour le développement endogène et communautaire, le CRADEC, dont Jean Bala, le directeur exécutif, est un consultant permanent de notre podcast. Nous tirons les leçons avec lui de cette conférence, mais aussi des défis futurs en matière de fiscalité, avec la question climatique, avec l'accord fiscal international. Écoutez l'entretien que j'ai eu avec Jean Bala. Jean Bala, votre organisation, le CRADEC, le Centre régional africain pour le développement endogène et communautaire, vient d'abriter sa première conférence panafricaine régionale sur les flux financiers illicites et surtout la lutte contre les inégalités à Yaoundé au Cameroun. Quelles sont quelques grandes leçons que vous avez apprises de cet événement? Merci beaucoup à Idriss de nous donner l'opportunité de nous exprimer sur ce canal. Les leçons que nous apprenons de ce grand événement, c'est que la conférence panafricaine sur les flux financiers illicites, la première au Cameroun, a jeté, un projecteur sur un phénomène qui est global, mais qui reste tout de même nouveau au sein de la société civile, au sein de l'opinion nationale en général au Cameroun. Mais cependant, nous avons eu des éclairages spécifiquement des ministères des Finances, de la Direction générale des impôts, de la Direction générale des douanes, qui ont éclairé le public sur un ensemble d'instruments qui sont mis en œuvre à leur niveau et qui permettent de détecter, de suivre et puis éventuellement de pouvoir réduire les flux financiers illicites au Cameroun. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que nous avons, comme nous tirons comme grande leçon, c'est que nous avons eu pendant les 2 jours des parlementaires qui sont venus, qui contribuent au discours sur les flux financiers illicites. Ces parlementaires-là sont venus, renforcer leurs capacités, se ressourcer auprès de cette conférence panafricaine afin de pouvoir dialoguer, de pied à égal avec les administrations en charge de ces questions-là au niveau gouvernemental. Voilà les 2 leçons que nous pouvons tirer et bien d'autres aussi. D'accord. Alors, cette conférence se tient alors que est en train de se finaliser l'accord fiscal international porté par l'OCDE et le G20, qui sont des pays qui malheureusement abritent encore des juridictions, soit qui sont des paradis fiscaux, soit qui sont des juridictions opaques ou qui entretiennent l'opacité financière. Quelle est la projection que vous faites dans la société civile d'Afrique francophone par rapport à l'évolution des choses actuellement, regardant ce dossier de l'accord fiscal international? L'accord fiscal international arrive et en arrivant de cette façon justifie effectivement la campagne pour la justice fiscale dans laquelle nous sommes engagés depuis bientôt 15 ans. Vous savez, si on énonce aujourd'hui la question sur l'accord fiscal global, en réalité c'est parce que nous avons constaté qu'il y a une inégalité en ce qui concerne les droits d'imposition
et notamment en ce qui concerne les économies africaines. Et à cet égard, nous disons que l'accord global qui est projeté et qui va être discuté lors du sommet G20 le 30 octobre, cet accord-là doit pouvoir être analysé sous le prisme de réduire la question d'inégalité ou d'inéquité fiscale au monde. Et en cela, l'Afrique doit être extrêmement vigilante. Nous avons vu véritablement que l'accord, il va dans le sens d'imposer, de définir un impôt minimal, mais nous pensons que cet accord-là ne profite pas aux économies des pays à faible revenu. J'en veux pour preuve des éléments que nous avons identifiés dans cet accord qui vont, je dirais, du seuil de matérialité qui exclut un bon nombre d'entreprises qui opèrent au sein de nos économies, du fait que le seuil de matérialité qui est de 750 millions d'euros bénéficierait encore d'un abattement de 10%, et en cela nous verrons que le seuil est extrêmement bas, de manière à ce que beaucoup d'entreprises ne pourront pas être indexées ou alors interpellées pour pouvoir faire leur déclaration par rapport à cet accord. La deuxième chose que nous pouvons aussi dire, c'est que l'accord nous renseigne que tous les secteurs de l'économie vont être, j'allais dire, investigués, mais les secteurs tels que le secteur extractif et le secteur de la finance vont être exclus de l'accord. Ce qui, à notre sens, est complètement non justifié, parce que quand on sait que le secteur de l'industrie, il interpelle davantage les pays, le secteur extractif, il interpelle davantage les pays africains. La deuxième chose qu'on peut aussi relever, c'est que, et ce qui est véritablement, on peut le dire comme ça, une question de, je ne veux pas dire de dupe, mais en réalité qui ne satisfait véritablement personne. C'est-à-dire que les entreprises qui seront indexées par l'accord vont déclarer leurs opérations, leurs bénéfices dans des pays qui abritent leurs sièges. Ça veut dire que pour le cas du Cameroun, par exemple, il n'y aurait véritablement aucune entreprise multinationale qui opère pourtant au niveau national, mais qui va opérer, qui va déclarer ses revenus ou ses bénéfices au niveau du Cameroun. Nous trouvons que cela est complètement, j'allais dire, injuste. Nous en appelons au rejet de cet accord, dans ce sens qu'il doit reconsidérer ces éléments, au moins les deux que je venais, ou les trois que je venais d'expliquer. Donc pour nous, voilà un peu notre position par rapport à cet accord global, qui va davantage créer de l'injustice fiscale en Afrique. C'est pour ça que chez Tax Justice Network, nous continuons de pousser pour qu'on ait un échange automatique et sans condition des informations en matière fiscale, mais aussi qu'au sein de cet accord fiscal international, qu'on adopte comme mode de publication des comptes des entreprises le mode global, le mode standard, qui permettrait effectivement aux différentes juridictions de lire dans la manière dont les multinationales répartissent leur patrimoine, leur flux de capitaux et leur flux de revenus. Cela dit, il y a un aspect qui est important. Dans un accord global, il faudrait régler la manière dont l'information circule. Et comme on a discuté au cours de cette conférence panafricaine, l'échange automatique d'informations est encore un défi. L'administration fiscale camerounaise a soulevé cela. Pour vous, en tant que société civile, que vous inspire cette particularité qui inquiète aussi bien les ONG que l'État finalement qui se retrouve désarmé? Oui, je crois que comme vous l'avez si bien relevé, c'est-à-dire que c'est une préoccupation qui est partagée entre les organisations de la société civile et l'administration fiscale. Nous savons très bien que les pays du Sud, notamment les pays africains, on a des infrastructures pour pouvoir générer, traiter l'information de la statistique qui sont encore très faibles. Et maintenant, lorsque l'échange automatique d'informations, par exemple, est soumise à cette condition de requête, pour nous, je crois qu'il est tout à fait erroné, parce qu'en réalité, lorsque vous avez une information au niveau des pays du Nord, vous devez pouvoir la partager parce que nous estimons qu'elle peut être utile au gouvernement du Sud. Donc pour nous, il est extrêmement important que l'on exige que le partage d'informations, les échanges
d'information en matière fiscale soit automatique, de manière à ce que si l'information est au nord, que cette information puisse être circulée, parce qu'il y a même un problème, c'est-à-dire que si les pays du Sud, tels que nous le disons, ont une infrastructure assez faible pour pouvoir générer et traiter de l'information, mais il y a aussi une disposition qui nous préoccupe parce que pour pouvoir réclamer une information, il faut pouvoir la discerner, il faut pouvoir l'identifier, il faut pouvoir la comprendre. Et là aussi, nous sommes dans une situation d'asymétrie. Nous voyons véritablement qu'au niveau du Sud, nous avons encore des efforts à faire en matière de capacité, de compréhension, d'analyse, de détection des informations qui peuvent jouer contre nos intérêts. Donc nous, on pense que la justice serait que l'information soit partagée automatiquement qu'elle est reçue, du moment où on pense qu'elle peut être utile aux uns et aux autres. Donc c'est une préoccupation que nous partageons et nous sommes tout à fait fiers que nous sentions aussi que les administrations en font une préoccupation et que nous devons pousser ensemble pour une meilleure situation. Finalement, c'est un accord qui ne changera que très peu de choses pour beaucoup d'entreprises. Et au final, l'OCDE n'a toujours pas publié un rapport d'impact réel sur les économies. De nombreux points seront encore en discussion afin de voir comment est-ce qu'on met cela en œuvre. Tax Justice Network insiste pour qu'on puisse avoir ces rapports d'impact prévisionnels. Est-ce que vous avez l'impression, vous, au niveau de la société civile d'Afrique francophone, que c'est une revendication légitime? C'est une revendication légitime, Idriss, parce que, comme nous venons de l'évoquer, c'est-à-dire que pour mettre une opération en œuvre, il faut pouvoir évaluer les risques, il faut pouvoir évaluer les avantages. Donc, l'étude d'impact en question est un préalable, je dirais, conditionnel pour que l'OCDE puisse s'affirmer et avancer vers la mise en œuvre de cet accord. Ce d'autant plus, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'on voit véritablement que l'accord va être mis en place tel que c'est déjà parti. Nous sommes contre, mais qu'il y aura encore des discussions ultérieures pour pouvoir s'entendre sur un certain nombre de choses. Et Dieu seul sait le rapport de force qui existe entre les uns et les autres. Donc pour nous, cette demande-là est légitime et je pense que si l'OCDE, le G7, le G20 sont véritablement des organisations responsables qui veulent réduire des inégalités, que ce soit au niveau fiscal ou alors au niveau du développement, on devrait faire mieux en corrigeant ce tir-là, en adoptant d'abord la position selon laquelle il faut une étude d'impact préalable. Et on a découvert que, avec le rapport sur l'état de la justice fiscale, les pertes fiscales en Afrique représentent près de 52% des budgets de la santé. Et la santé, on le sait, concerne aussi bien les femmes, les enfants qui peuvent pas se soigner, qui peuvent pas finalement avoir un accouchement sain. Mais en marge des débats sur la fiscalité internationale, des multinationales, notamment du digital, c'est de ça qu'il est question, on parle aussi, Jean, pour sortir de la fiscalité en faveur de la lutte contre les changements climatiques. Tout un chantier est ouvert. Les premières approches ne prennent pas encore totalement en compte de manière spécifique la protection des femmes et de l'enfant. Pour vous, le CRADEC, qui êtes un promoteur du développement endogène, qu'est-ce que ça vous inspire ? Oui, disons que nous en sommes préoccupés parce que, vous savez, nous sommes en train de travailler aujourd'hui sur le baromètre de l'équité fiscale au Cameroun. Les préoccupations qui concernent les femmes, elles sont d'une priorité, j'allais dire, absolue. Vous vous imaginez, en ce moment, nous sommes en train de parler des questions de perte en ressources budgétaires qui affectent la santé publique à hauteur de 52%. Pour nous, c'est énorme. Et vous savez très bien qu'en ce moment, si nous sommes dans la pandémie Covid, avec des conséquences que nous connaissons, qu'elles soient économiques ou alors sociales, économiques parce que il y a des entreprises qui ont été en difficulté, il y a des secteurs de l'économie qui ont été très sérieusement ébranlés, social parce que nous avons eu des gens, des familles qui ont perdu des leurs, ainsi de suite. C'est encore la femme qui est, j'allais dire, touchée et ébranlée dans son espèce de confort que l'on pourrait imaginer. Elle est ménagère, elle est mère de la famille, c'est elle qui soigne, c'est elle qui nourrit, c'est elle qui entretient.
Donc pour nous, les questions d'inéquité fiscale sont d'une importance capitale vis-à-vis de la femme. Et en ce sens, nous avons effectivement, lors de la conférence panafricaine, nous avons invité un certain nombre de responsables, je dirais, au niveau local, des responsables au niveau des mairies, des collectivités territoriales décentralisées, des maires, des femmes maires qui étaient là avec nous et avec qui nous avons eu à discuter sur ces questions et de voir comment est-ce qu'on peut porter le discours sur l'inéquité fiscale, le discours sur la justice fiscale au niveau des communes, au niveau des familles, au niveau de la femme, de manière à pouvoir débattre de cette question de manière inclusive et pouvoir apporter des solutions. Nous pensons qu'aujourd'hui, le regard doit être suffisant. L'équité fiscale, non dans le sens de favoriser de manière, j'allais dire, non objective une certaine couche de la population, mais de regarder les spécificités qui sont face à la femme et de pouvoir les adresser de manière à ce qu'il y ait une certaine équité dans ce sens. Vous avez parlé de communautés locales, vous avez parlé de femmes. Évidemment, avec les changements climatiques, c'est la femme cultivatrice qui ne pourra plus nourrir ses enfants. C'est des sujets sur lesquels nous reviendrons certainement dans les prochaines éditions de notre podcast. Merci Jean Bala d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et si vous aviez un dernier mot à donner au terme de cette conférence panafricaine qui s'est déroulée à Yaoundé, que diriez-vous? Alors, je dirais tout simplement, je vais prendre 2 citations. Nous avons, pendant la conférence panafricaine, un jeune qui a pris la parole, qui a suivi un certain nombre d'exposés. Je crois particulièrement, c'était quand vous avez fait votre intervention sur les instruments internationaux de lutte contre les flux financiers illicites, et particulièrement sur l'accord global. Un jeune qui a pris la parole pour dire « Idriss, à chaque fois que tu parles, j'ai seulement mal au cœur ». C'est un témoignage qui montre à quel point ce jeune-là découvre un ensemble d'enjeux, de défis qui sont sur la scène internationale et qui impactent le niveau de vie national. Et ce jeune-là, quand il voit tel que défini l'accord sur un ensemble de choses avec ses défis, avec ses limites, avec ses points d'attention que vous avez présentés, je crois que son cri tout simplement est un cri de cœur qui nous interpelle, nous tous davantage, de regarder dans la même direction pour une justice fiscale en Afrique et au Cameroun. La deuxième chose que je pourrais dire, c'est d'évoquer l'un des parlementaires qui était dans la salle et qui a véritablement dit oui, nous les parlementaires au niveau national, on peut le dire ainsi, on a toujours été critiqués comme étant des partenaires, comme étant des complices de nos administrations du gouvernement. Oui, nous devons soutenir notre gouvernement, mais en même temps que ce parlementaire a dit que nous nous engageons désormais à travailler avec les citoyens que nous représentons au niveau de l'Assemblée nationale ou au niveau du Sénat pour que nous puissions faire de la lutte contre les flux financiers illicites une priorité nationale. Et je crois que c'est ces 2 mots-là que je retiens et que je peux restituer, paraphraser par rapport à ceux qui l'ont eu à dire. La conférence panafricaine sur les flux financiers illicites, on doit le retenir. Elle s'est clôturée il y a cela 2 jours, mais elle continue. Merci beaucoup Jean Bala. Voilà, c'est la fin de cette édition de votre podcast. Le mois prochain, nous reviendrons avec les flux financiers illicites dans le secteur de l'agro-industrie internationale au détriment de l'Afrique avec un dossier très intéressant. Mais d'ici là, portez-vous bien. Je rappelle que vous pouvez écouter ce podcast sur notre page de podcast impotsocial.libsyn.com. Libsyn avec S-Y-N à la fin. Vous pouvez aussi aller sur notre page YouTube www.imposetjusticesociale.com. Interagir avec nous sur notre page Twitter #impotsocial ou sur notre page Facebook Impôts et Justice Sociale. Et enfin, pour ceux qui veulent m'écrire, idriss@taxjustice.net. Je répondrai presque immédiatement. Prenez soin de vous, le Covid traîne toujours. Au revoir et à la prochaine.